2 juin 1961. Studio Disney, Burbank. L'air est lourd, les couloirs vides, comme s'ils retenaient leur souffle. Ce jour-là, Guy Williams sort du plateau d'enregistrement pour la dernière fois, sans un mot. Aucun communiqué de presse, aucune cérémonie d'adieu, pas même une poignée de main officielle. Pourtant, il est l'homme qui incarne, depuis 4 ans, le héros préféré de millions d'enfants, Zorro. L'idole masquée, la fierté des ABC, le joyau de Walt Disney Television. Mais soudainement, tout s'arrête. La série est annulée sans explication claire. Les produits dérivés sont retirés des rayons. Disney enterre Zorro. Littéralement. Pourquoi le géant de l'animation a-t-il décidé de faire disparaître un héros aussi rentable? Était-ce un simple conflit juridique ou une vengeance silencieuse? Guy Williams, adulé par le public, était-il devenu encombrant aux yeux de Disney? Et si la vraie raison de l'effacement de Zorro n'avait jamais été révélée au grand public? Ce qui s'est passé dans les coulisses de ce succès télévisé est bien plus sombre qu'on ne l'imagine. Préparez-vous à découvrir la version que Disney n'a jamais voulu raconter. Avant de devenir Zorro, il était Armando Joseph Catalano. Né le 14 janvier 1924 à New York, Guy Williams grandit dans le quartier italien de Little Italy, au sein d'une famille modeste d'immigrés siciliens. Son père, courtier d'assurance, peine à joindre les deux bouts, et sa mère, femme au foyer, élève Guy dans un univers fait de principes rigides et de rêves bridés. À la maison, parler anglais avec un accent parfait est une obsession. Il faut s'intégrer, se fondre dans l'Amérique des années 30 et surtout ne pas attirer l'attention. Très tôt, Guy comprend qu'il est différent, trop grand, trop élégant, trop charismatique pour rester dans l'ombre. Dès son adolescence, il attire les regards et finit par se faire remarquer par une agence de mannequins. À 19 ans, il signe ses premiers contrats et adopte un nom plus neutre pour éviter la stigmatisation, Guy Williams. Le jeune homme devient rapidement un visage familier dans les pages des magazines new-yorkais. Pourtant, derrière l'allure impeccable, il cache un complexe tenace, celui de n'avoir aucun contrôle sur son image. Il veut être acteur, mais refuse d'être un simple beau gosse interchangeable. Il veut de la profondeur, de l'aventure, une identité propre. En 1951, il quitte New York pour tenter sa chance à Hollywood. Mais la Californie n'a rien d'un Eldorado. Pendant des années, il accumule les seconds rôles, souvent sans dialogue. On le trouve trop rigide, trop propre sur lui pour incarner les héros ambigus que le cinéma affectionne alors. Ce n'est qu'en 1957 que tout change. Walt Disney, à la recherche d'un acteur pour incarner un justicier masqué dans une série adaptée du personnage de Johnston McCulley, le repère et l'invite à auditionner. Le rôle de Zorro est taillé sur mesure pour lui. Guy Williams manie l'épée avec élégance, monte à cheval avec grâce et impose immédiatement son charisme silencieux. C'est une révélation. En quelques mois, il devient une star planétaire. Mais derrière le masque noir et la cape virevoltante, un autre combat commence à naître. Guy se rend compte que son image est entièrement contrôlée par les studios Disney. Il ne peut pas parler librement à la presse, il ne choisit pas ses projets, il n'a pas le droit de se plaindre. Il incarne Zorro à l'écran, mais hors caméra, il devient un simple employé, verrouillé par un contrat à long terme qui le prive de toute liberté artistique. Ce pacte tacite entre Disney et Guy Williams se repose sur une loyauté mutuelle, du moins en apparence. Car dans les bureaux feutrés de Burbank, certains commencent déjà à chuchoter que la réussite de Zorro ne doit pas faire d'ombre à l'empire Disney. La personnalité de Guy dérange, trop discret, trop distant, il refuse les jeux médiatiques, il ne fait pas le show en dehors des plateaux. Là où d'autres stars deviennent des mascottes, lui reste fidèle à son personnage, presque trop sérieux pour Hollywood. Peu à peu, la fracture s'installe. Guy veut évoluer Zorro, explorer d'autres territoires créatifs. Disney, lui, veut capitaliser, contrôler et imposer sa vision. L'homme derrière le masque commence à ressentir les premiers signes d'un isolement sourd, une mise à l'écart progressive déguisée en fidélité contractuelle. Ce que Guy Williams ignore encore, c'est que le compte à rebours a déjà commencé, et qu'au sommet de sa gloire, des forces invisibles préparent lentement sa disparition médiatique. 1957, la première diffusion de Zorro sur le réseau ABC est un événement.
Dès les premières minutes, le public est captivé. L'Espagne coloniale, les combats à l'épée, la justice rendue avec élégance, et au centre de ce tourbillon romanesque, Guy Williams, mystérieux et charismatique. Il incarne Don Diego de la Vega avec une intensité rare, entre gravité et malice. Pour la première fois, une série télévisée américaine ose mêler action, humour et critique sociale. Le tout produit avec les moyens colossaux de Disney. Très vite, les chiffres s'envolent. Zorro devient la série la plus regardée du vendredi soir aux États-Unis. En Europe, notamment en France et en Italie, elle est rediffusée avec frénésie. La série est traduite dans plus de 20 langues. À Paris, les enfants dessinent des Z sur les bancs d'école. Guy Williams devient un héros international, une figure paternelle, un modèle moral, presque un mythe vivant. Walt Disney lui-même se félicite de cette réussite. Il voit en Zorro un produit d'appel parfait pour fidéliser la jeunesse à l'univers Disney. La marque décline des dizaines de produits dérivés, épées en plastique, chapeaux noirs, déguisements, albums de coloriage, bandes dessinées. Les recettes explosent. La silhouette du justicier masqué devient aussi emblématique que celle de Mickey. Guy Williams, quant à lui, est partout. Il tourne des spots promotionnels, fait des apparitions dans les parcs Disney, enregistre même des disques pour les enfants. Il est invité à la Maison Blanche, présenté comme l'homme qui a réconcilié les enfants avec l'histoire. Mais derrière ce conte de fées télévisuel, des tensions sourdes apparaissent. Car si Zorro est un succès commercial écrasant, la réalité juridique est bien plus complexe. Disney n'a pas inventé Zorro. Le personnage a été créé en 1919 par l'écrivain Johnston McCulley. Les droits appartiennent depuis aux ayants droit de McCulley et à la société Zorro Productions Inc., fondée pour gérer cette propriété intellectuelle. Disney n'a donc obtenu qu'une licence d'exploitation limitée dans le temps et non une propriété définitive. Or, Walt Disney, fin stratège, rêve de s'approprier entièrement la marque. Il veut faire de Zorro un personnage Disney à part entière, au même titre que Donald ou Pluto. Cela signifie contrôler les droits d'adaptation, décider des futurs développements cinématographiques et surtout percevoir 100% des bénéfices. Dès la fin de la saison 2, en 1959, les tensions se cristallisent. Zorro Productions refuse de céder ses droits. Une bataille juridique s'engage dans l'ombre, loin des caméras. Disney ralentit subitement la production de nouveaux épisodes, puis gèle tous les projets. Les fans reçoivent des réponses floues. La série est en pause, des discussions sont en cours. Guy Williams tourne ailleurs. En réalité, tout est suspendu. Guy Williams, tenu au secret par son contrat, est piégé. Il ne peut ni commenter, ni négocier ailleurs. Il ne comprend pas pourquoi son personnage est mis de côté alors que les audiences sont à leur apogée. Il espère un retour rapide, mais chaque mois qui passe l'éloigne un peu plus de l'écran. Entre 1960 et 1971, seuls 4 épisodes spéciaux sont tournés, puis plus rien. La série est officiellement annulée. Aucun hommage, aucune cérémonie de clôture, juste le silence. Le public, lui, ne comprend pas. Les lettres affluent, les enfants réclament Zorro, mais Disney reste muet. La firme préfère miser sur de nouveaux projets, comme les aventures de Davy Crockett, moins contraignants juridiquement. Guy Williams, malgré son immense popularité, est peu à peu effacé de la mémoire collective américaine, tandis que Zorro est conservé au frigo, en attendant une éventuelle réutilisation future, mais sans lui. Ce qui est ironique, c'est que dans de nombreux pays, comme la France, l'Argentine ou l'Espagne, Guy Williams reste indissociable de Zorro. Là-bas, il est invité sur des plateaux télé, acclamé dans des festivals, célébré dans des émissions spéciales. En 1973, il sera même accueilli comme un roi en Argentine, où il finira ses jours. Mais aux États-Unis, son nom disparaît lentement des génériques, des classements, des livres d'histoire de la télévision. Tout cela alors qu'à l'apogée de sa carrière, il avait offert à Disney l'un de ses plus grands succès. Un succès que la firme ne mentionnera quasiment plus. Comme si Zorro, et Guy Williams avec lui, n'avaient jamais existé. Le silence autour de l'arrêt de Zorro a longtemps été interprété comme un choix artistique. Mais les documents internes, les témoignages d'anciens collaborateurs et les archives judiciaires révèlent une toute autre vérité.
Ce n'était ni un choix artistique, ni une baisse d'audience, mais bien une décision stratégique brutale, dictée par une guerre d'intérêts entre Disney et les propriétaires du personnage, et Guy Williams en fut la première victime collatérale. En 1952, la société Zorro Productions Inc. est fondée par Mitchell Gertz, agent et gestionnaire des droits d'auteur de Johnston McCulley. L'accord signé avec Disney en 1957 stipule que la firme de Walt Disney n'a qu'une licence d'exploitation temporaire pour produire une série télévisée basée sur Zorro. Dès le départ, des clauses prévoient un partage des bénéfices sur les produits dérivés, les diffusions à l'international et les adaptations futures. Mais après 2 saisons et 78 épisodes, Disney réalise l'immensité du phénomène. Zorro devient une marque planétaire, une machine à cash. L'idée de devoir partager les profits à long terme est alors de plus en plus mal vécue par les cadres du studio. Walt Disney, qui développe à cette époque Disneyland et plusieurs nouveaux projets, veut créer un univers dont il possédera chaque parcelle. En interne, il se confie à un collaborateur proche. « Je ne construirai pas d'empire avec des personnages que je ne possède qu'à moitié. » En 1959, les relations entre Disney et Zorro Productions se détériorent. Les avocats de Mitchell Gertz accusent Disney de contourner certaines clauses contractuelles. Ils reprochent notamment au studio d'exploiter des produits dérivés sans leur approbation, de diffuser la série à l'étranger sans reversement équitable et de préparer un long métrage Zorro sans autorisation préalable. Face à ces tensions, Disney choisit la confrontation plutôt que la renégociation. La saison 3 est suspendue, officiellement pour raisons créatives. En coulisses, les avocats se préparent à une bataille juridique. Guy Williams, encore sous contrat, est prié de rester discret. Il reçoit son salaire mais ne peut ni tourner de nouveaux épisodes ni accepter d'autres projets concurrents. Un gel professionnel masqué en pause. Pendant près de 2 ans, les fans n'ont aucune nouvelle. Disney diffuse quelques épisodes spéciaux, appelés Zorro and Son, puis cesse toute communication. La série est progressivement retirée de l'antenne. Les chaînes partenaires en France et en Amérique latine n'obtiennent plus les droits de rediffusion. Puis survient le coup de grâce. En 1971, Disney annonce qu'elle ne souhaite pas renouveler la licence. Officiellement, la série ne correspond plus aux images des projets à venir. Officieusement, l'objectif est clair. Laisser mourir le personnage pour mieux le ressusciter sous contrôle total. Ce choix provoque un tollé discret dans les coulisses du milieu audiovisuel. Mais peu osent s'opposer à Disney, alors en pleine ascension hégémonique. Guy Williams, fidèle à l'image irréprochable imposée par le studio, se tait. Il espère un retour, un compromis. Il ne viendra jamais. Dans les années qui suivent, les confidences émergent par fragments. Des techniciens de plateau parlent d'une atmosphère étouffante à la fin du tournage. Un assistant réalisateur affirme que Guy Williams avait demandé à Disney de pouvoir réaliser certains épisodes, ce que le studio aurait perçu comme une insubordination. Plus troublant encore, en 1971, un ancien cadre juridique de Disney, sous couvert d'anonymat, affirme que le studio avait activement œuvré à rendre inexploitables les anciens épisodes, en bloquant les droits musicaux et les autorisations de rediffusion. Une stratégie d'effacement planifiée. Le scandale est là, tapi sous des années de silence. Disney, pour protéger ses intérêts commerciaux, a sciemment sabordé une œuvre culte, brisé la carrière d'un acteur en pleine gloire et étouffé toute tentative de réhabilitation. Mais le plus ironique reste à venir. Dans les années 1980, quand Guy Williams vit reclus en Argentine, Disney relance timidement le personnage de Zorro, mais sans lui. Un téléfilm, puis une série rebootée sont produits avec d'autres acteurs. La version originale est absente des catalogues officiels. Le nom de Guy Williams n'est cité nulle part. Et pourtant, dans l'esprit du public, notamment en France, en Argentine ou en Espagne, une seule incarnation reste légitime, celle de Williams, l'homme qui avait donné un visage humain à un mythe. Lors d'un festival télévisé à Buenos Aires, un journaliste argentin lui pose cette question. « Vous êtes Zorro pour toute une génération. Pourquoi n'êtes-vous plus à l'écran ?» Guy Williams sourit tristement et répond « Parce qu'un jour, quelqu'un a décidé que ce masque ne devait plus exister. » Ce témoignage, ignoré à l'époque, résonne aujourd'hui comme une vérité glaciale. Derrière les projecteurs, un des plus grands scandales télévisuels des années 60, la destruction volontaire d'un héros populaire par ceux qui l'avaient créé, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas le posséder à 100%. Le crime parfait, peut-être.
Mais la mémoire collective, elle, n'a jamais totalement oublié. Après la fin abrupte de Zorro, le silence s'installe. Non pas un silence paisible, mais un vide pesant, presque violent, dans lequel Guy Williams semble se dissoudre lentement. Pendant que Disney poursuit son ascension triomphale avec d'autres franchises, l'acteur, lui, entame une chute sans bruit, l'un des revers les plus cruels de l'histoire télévisuelle américaine. Guy Williams se retrouve piégé par son propre succès. Partout où il va, on l'appelle Zorro. Mais à Hollywood, cette image, autrefois glorifiante, est désormais perçue comme trop marquée, trop datée, trop Disney. Les producteurs hésitent à l'engager. Aucun rôle ne lui est proposé dans les grandes productions de l'époque. Il auditionne, écrit, propose, mais rien n'aboutit. Il est devenu l'homme d'un seul rôle, celui qu'on admire, de loin, mais qu'on n'appelle plus. Son entourage rapporte une transformation progressive. Guy, autrefois charismatique et discipliné, s'isole. Il refuse les interviews, décline les invitations et cesse de se rendre aux soirées de l'industrie. Il se replie dans sa maison de Palm Springs, puis finit par vendre ses biens les plus précieux pour s'exiler en Argentine dans les années 1970, le seul pays où il est encore reconnu, applaudi, vénéré. En Argentine, il retrouve une forme de paix. Il y anime quelques spectacles, participe à des émissions nostalgiques, apparaît dans des conventions où le public l'ovationne. Mais il sait que tout cela est éphémère. Il confiera à un proche en 1985 « Ils m'ont donné un masque et ils l'ont scellé sur mon visage. Je n'étais plus libre d'être moi-même. » Côté personnel, les séquelles sont profondes. Son mariage avec Janice Cooper, avec qui il a 2 enfants, se détériore. Il divorce discrètement, sans éclat. Ses relations familiales deviennent distantes. Il reste en contact avec ses enfants, mais sans la chaleur d'un père pleinement présent. Le vide laissé par Zorro semble avoir tout contaminé, sa vie professionnelle, mais aussi sa vie intime. Certains amis de l'époque décrivent une solitude déconcertante. Lors de son séjour à Buenos Aires, il passait de longues heures seul dans un parc, observant les passants, esquissant parfois un sourire à un enfant qui le reconnaissait. Il ne cherchait plus la lumière, il attendait. On ne savait pas quoi. Un retour impossible, une justice tardive, ou simplement qu'on le laisse tranquille. Physiquement aussi, le corps de l'ancien héros décline. Souffrant de diabète et de problèmes circulatoires, il refuse longtemps les soins. Il n'a pas de mutuelle américaine à l'étranger et sa pension d'acteur reste modeste. Ironie ultime, celui qui avait généré des millions de dollars pour Disney n'a même pas de quoi se soigner correctement à la fin de sa vie. En avril 1989, Guy Williams meurt d'un infarctus dans son appartement de Buenos Aires. Il est retrouvé plusieurs jours plus tard, seul. La nouvelle met du temps à remonter jusqu'aux États-Unis. Aucune dépêche immédiate, aucune couverture médiatique nationale, juste une brève, discrète, dans la presse spécialisée. Pas d'hommage officiel de Disney, pas de rediffusion en mémoire, pas de documentaire rétrospectif, juste un silence final, aussi froid que celui qui avait marqué la fin de Zorro en 1961. C'est en Argentine que l'on organise une cérémonie digne de son nom. Des centaines de fans se rassemblent avec des capes noires et des masques. Des enfants brandissent l'épée en plastique qui avait fait rêver toute une génération. Sur sa tombe, on inscrit simplement « Guy Williams, Zorro pour toujours ». Cette phrase dit tout. Malgré les efforts d'effacement, malgré l'oubli orchestré, malgré les manœuvres juridiques, le lien entre l'homme et son personnage n'a jamais été brisé dans le cœur des spectateurs. Mais pour Guy Williams, ce lien fut aussi une cage. Il l'a élevé et détruit à la fois. Il lui a offert la gloire, puis la solitude. Il lui a offert l'immortalité, mais aussi l'effacement progressif de tout ce qu'il aurait pu devenir d'autre. Sa biographie posthume, publiée en 2000 par son fils Steven Catalano, s'intitule « The Man Behind the Mask ». Elle dévoile un homme doux, profondément humain, mais profondément marqué par le mécanisme impitoyable de l'industrie du rêve. Dans une page déchirante, Steven écrit « On dit souvent que mon père était Zorro, mais je crois que Zorro l'a empêché d'être lui-même. À la fin, il ne restait que le masque. » Lorsque Guy Williams s'éteint en 1989, une génération entière ressent un pincement du cœur,
mais un pincement sans voix, sans porte-parole. Aucun média américain majeur ne s'étend sur sa disparition. Disney, quant à elle, n'émet le moindre communiqué. La société qui avait bâti une partie de son empire télévisuel sur son visage masqué se mure dans un mutisme glacial. Ce silence assourdissant suscite l'incompréhension. En France, en Argentine, en Espagne, de nombreux spectateurs apprennent sa mort via des canaux secondaires, des chaînes locales, des journaux étrangers, des rubriques nécrologiques marginales. Une question émerge alors. Pourquoi une icône aussi aimée est-elle partie dans une telle indifférence institutionnelle? La réponse n'est pas simple. Officiellement, Disney explique à demi-mot, des années plus tard, que Zorro ne faisait plus partie de ses projets stratégiques depuis longtemps. Officieusement, plusieurs anciens collaborateurs évoquent une politique interne d'occultation. Zorro n'a jamais vraiment disparu du catalogue, mais a été délibérément marginalisé. Pourquoi? Plusieurs hypothèses s'affrontent. Première hypothèse, la question des droits. En refusant de renouveler sa licence avec Zorro Productions Inc., Disney s'est retrouvé dans une position inconfortable. Toute mise en valeur publique du personnage risquait de relancer les discussions juridiques. Le plus simple était donc de ne pas parler de Zorro du tout, de le geler dans le silence, pour éviter toute réclamation. Deuxième hypothèse, l'image de l'acteur. Selon certains ex-cadres, Walt Disney en personne n'aurait jamais apprécié que Guy Williams n'embrasse pas entièrement le style Disney en dehors des tournages. Trop réservé, pas assez familial dans sa communication. Il ne participait pas très peu aux événements publics de la firme, ne s'impliquait pas dans la communauté Disney, ce qui l'aurait rendu peu exploitable à long terme. Troisième hypothèse, un choix stratégique. Dans les années 1980, Disney se réinvente. Les franchises modernes comme The Little Mermaid, Aladdin ou The Lion King sont en développement. L'ère des héros classiques à la télévision est perçue comme dépassée. Faire revivre Zorro n'est plus prioritaire, et saluer un acteur associé à une époque révolue n'est jugé pas pertinent. Mais pour le public, ce traitement reste une trahison culturelle. Les fans de Zorro, et surtout ceux de Guy Williams, se mobilisent. En France, une pétition circule en 1990 pour demander la rediffusion de la série sur Antenne 2. En Argentine, une statue de Zorro est inaugurée à San Telmo. Aux États-Unis, des forums de passionnés réclament des coffrets VHS puis DVD de la version originale. Disney résiste. Ce n'est qu'en 2009 que la série Zorro est enfin éditée officiellement en DVD dans une version limitée, presque confidentielle. Une note dans le livret reconnaît Guy Williams comme le visage originel du héros, mais aucune trace de mea culpa. Aujourd'hui encore, plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi Disney n'a-t-elle jamais organisé un hommage officiel à Guy Williams? Existe-t-il des documents internes prouvant une volonté délibérée d'effacement? Qu'est-ce que Walt Disney lui-même pensait vraiment de cette disparition? Et surtout, pourquoi aucun cadre n'a jamais brisé l'omerta autour de ce scandale? Ces interrogations nourrissent un mythe parallèle. Certains fans parlent de censure historique, d'autres d'une vengeance douce de l'entreprise envers un personnage qu'elle n'a jamais totalement maîtrisé. Car c'est peut-être là le cœur du problème. Zorro, par essence, est un justicier libre, un homme qui agit dans l'ombre, hors des institutions, sans autorisation. À bien des égards, il incarne l'inverse de ce que Disney devenait dans les années 60, une institution qui contrôle tout, du message à l'image. Alors que Zorro devient incontrôlable juridiquement, quand son visage s'émancipe trop de la firme, il est plus simple de le faire disparaître. Mais l'histoire a de la mémoire, et malgré tous les silences, malgré toutes les stratégies d'oubli, Zorro, et Guy Williams avec lui, continuent de vivre dans les esprits. Guy Williams n'était pas un rebelle. Il n'était pas non plus un provocateur. Il n'a jamais crié à l'injustice, n'a jamais attaqué Disney en justice, n'a jamais terni l'image de ceux qui l'ont fait roi. Et pourtant, il est devenu l'une des figures les plus tragiques du star system télévisuel. Un homme englouti par le silence d'une entreprise qu'il avait contribué à faire briller. Son histoire est celle d'un sacrifice feutré. Pas un scandale tonitruant comme Hollywood en raffole, mais une lente évaporation orchestrée, un effacement calculé d'une icône devenue juridiquement encombrante. Zorro, ce justicier masqué, symbole d'espoir pour des millions d'enfants, a été effacé non pas par un méchant à l'écran, mais par les clauses d'un contrat, par les avocats,
par la peur de partager le pouvoir. Le scandale ici n'a pas éclaté en une manchette ou un procès retentissant. Il s'est dilué dans des décisions de gestion, dans des silences stratégiques, dans des occasions manquées. Et c'est peut-être ce qui le rend plus cruel encore, sa discrétion, son invisibilité, son efficacité glaciale. Aujourd'hui, alors que Disney est l'une des plus grandes firmes médiatiques au monde, il est légitime de poser une question. Combien de héros ont été sacrifiés sur l'autel du contrôle total ? Zorro n'était pas seulement une série, c'était une promesse, celle que le bien pouvait triompher du mal avec panache, celle qu'un seul homme pouvait faire vaciller l'ordre établi. En mettant fin à cette promesse sans explication, Disney a brisé plus qu'un contrat, elle a brisé une illusion collective. Mais l'oubli, aussi savamment orchestré soit-il, n'est jamais total. En Argentine, en France, dans le cœur de ceux qui l'ont vu surgir à cheval sous les étoiles, Guy Williams est toujours vivant. Il reste ce visage noble, ce regard calme, ce sourire discret derrière le masque. Il est ce héros sans rancune, que l'on a trahi, mais qui, même trahi, n'a jamais cessé d'inspirer. Et peut-être est-ce là sa véritable victoire. Alors qu'on voulait le faire disparaître, il est devenu immortel.